chez Tatou Senti. Le parfum, vous aimez ? Eh bien, chez Tatou Senti, le premier podcast parfum et olfactif, on ne parle que de ça. Et oui, on sent tout. On sent les matières premières, les parfums avec les parfumeurs créateurs, sans oublier les créateurs de parfums. En un mot, on y parle parfum et tout ce qui s'y rattache. Je suis Bettina Eckroyd, votre hôte et experte parfum. Et je vous donne rendez-vous tous les mardis sur Tatou Senti pour un moment convivial avec un invité pour parler de son métier, ses passions et bien sûr parfum, odeur et souvenirs olfactifs. Bonjour et bienvenue sur Tatou Senti, le premier podcast parfum et olfactif. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Luana Belmondo. Comme elle aime à le dire, je suis née dans une casserole qui mijotait depuis 6 heures du matin et je me réveillais avec l'odeur de la sauce tomate et le moka de mon père. J'ai toujours vécu et été bercée dans un monde où la nourriture et la cuisine familiale étaient importantes. En effet, ce hobby, qui a toujours été pour elle une passion, est aujourd'hui devenu son métier. D'ailleurs, après un départ sur C'est à vous avec Alexandra Sublet sur France 5, c'est maintenant sur My Cuisine qu'elle opère pour sa 3e saison. Cet été, vous pourrez d'ailleurs aussi l'écouter sur RTL vous régale tous les jours, du lundi au vendredi, de 11h à 12h30 jusqu'à la fin août. Et sur La Table RTL le week-end à 8h30. Rien que ça, un programme bien rempli alors que tout le monde se dort au soleil. Mais une chose est sûre, Luana est pétillante, naturelle, dans le respect et surtout la générosité. Elle est en un mot la joie de vivre. Alors suivez-moi pour écouter ce moment que j'ai adoré passer avec elle. Bonjour Luana. Bonjour. Alors, Jamais 203, vous avez démarré depuis le 20 mars la 3e saison de Luana Cuisine. Absolument. Quelles sont les nouveautés de cette saison ? Alors, il y a toujours un peu la suite que les autres années, mais il y a des épisodes, donc nous sommes toujours en Normandie. Oui. Parce que depuis un an, nous sommes dans une maison normande. Oui. J'adore cuisiner. Moi, vous savez, mes émissions, j'aime les tourner pas en plateau, Oui. mais dans des maisons. La première saison a été tournée chez moi. Et puis, je suis devenue parisienne. Et donc, il fallait que je trouve une autre maison où tourner. Donc, on est répartis en Normandie. Et donc, voilà, une autre saison démarre avec des nouveaux invités, avec des nouveaux épisodes, avec des nouveaux produits aussi. Et on va toujours... il y a une nouveauté que c'est la cuisine anti-gaspillage. Oui. On s'épanche un peu plus, de plus en plus dans la société sur ce problème du gaspillage. Et donc, j'ai fait une dizaine d'épisodes où on va vraiment regarder comment on peut réutiliser des produits, comment on peut aussi manger à petit prix, parce que l'anti-gaspillage, c'est aussi gaspiller de l'argent, pas seulement de la nourriture, Absolument. à petit prix et se faire plaisir, comment on peut utiliser la cuisine du placard tout simplement. Et ça m'a fait plaisir d'avoir fait ces épisodes, parce qu'ils me parlent, comme nous tous, et puis voilà, c'est juste un peu de rentrer aujourd'hui aussi dans le sociétaire quelque part. Puis je pense qu'aujourd'hui, on est toutes concernées par ça, qu'on aime faire la cuisine ou pas. Oui, je pense c'est- que ça devrait en tout cas interpeller beaucoup de monde. Oui, c'est s'occuper des autres, pas que de soi. Voilà, ça serait vraiment bien si tout le monde mettait un petit peu de soi pour les autres, le monde ira un peu mieux. Oui, il ne suffit pas de grand-chose. Non. Alors, avez-vous une anecdote amusante à nous raconter qui ait eu lieu sur un tournage ?
Alors, il y en a pas mal. Une des anecdotes, c'est quand j'ai eu un invité, Bruno Solo. Et donc, Bruno, je lui demande à un moment de l'émission. Donc, c'est vrai que les émissions sont enregistrées parce que c'est une directe. Enfin, c'est une quotidienne. Donc, on ne pourrait pas assurer tous les jours une nouvelle émission. Donc, elles sont enregistrées, mais on les fait dans les conditions du direct. En général, sauf si on a un problème, mais on les fait dans les conditions du direct. Et quand je demande à Bruno Solo de voir si les pâtes étaient cuites, et je vois qu'il les lance au plafond et qu'il reste collé au plafond. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Je crois que je les ai trop cuits parce qu'elles ne redescendent pas. Ah, je pensais, mais tu rigoles ? Et en fait, il était tout à fait sérieux. Et il me disait, mais moi, je pensais et je les lance sur mon mur. Je dis, mais c'est pas vrai. Donc, il est monté sur ma cuisinière. Il a été ramassé, il nettoyé. D'un coup, il m'a fait des taches sur tout le plafond. Et c'était rigolo. Oui, il pensait que c'était sa façon de faire. C'était sa pour façon vérifier. de voir si c'est al dente. Et donc, c'était vraiment trop cuit. Donc, on ne va pas le conseiller aux auditeurs de faire la même chose. La recette, oui, mais la cuisson des pâtes de Bruno Solo, non. Et les lancer au plafond ou dans un mur, non plus. D'accord. Alors, j'ai lu qu'il y avait 5 épisodes inédits. Oui. Donc, quand vont-ils se passer ? Et avez-vous des indices à nous donner pour augmenter le suspense ? Ah, alors ces 5 épisodes, déjà, il faut dire que je ne suis pas toute seule. Il me tient vraiment à cœur. Je replonge un peu dans mes racines, y compris mon enfance. Donc, normalement, c'est un bel indice, celui-là. Vous savez, chez moi, c'est très important la transmission. Moi, j'ai reçu par ma maman le plaisir de la cuisine, donc je la transmets de nouveau. Et on ne va pas dire plus, là, Non, c'est assez. non, oui, là, on brûle. Et ça se passera pendant, je pense, les fêtes de Noël. D'accord. Mais au fait, comment est-ce que cette aventure de My Cuisine a-t-elle démarré ? Alors, My Cuisine, ça a démarré il y a 2 ans et demi, quand la chaîne elle est née. J'ai passé 6 ans à C'est à vous, une émission sur France 5. Tout à fait. Et puis, super contente, très contente, mais l'espace cuisine devenait de moins en moins important sur cette émission. Absolument. Et donc, je me suis dit, bon, je pense que la cuisine, c'est un peu... Vous savez, moi, j'ai mis beaucoup de passion dans ce que je fais. Et donc, avoir, pas en frustration, parce que j'adore cette émission, je suis restée amie avec tout le monde, mais je me sentais un peu triste, où les auditeurs me disaient, ah, c'est trop court, ils m'écrivaient, est-ce que vous pouvez nous écrire la recette, parce que j'avais pas tellement, on n'avait plus le temps de développer. Mais c'est vrai que la partie cuisine, vous êtes là pour nourrir les invités. Oui. Et Mais au vous avez début, très peu elle y la était. parole. Mais après, pendant les années, c'est normal, un programme évolue, change. Et d'ailleurs, ils ont eu aussi raison parce que ça marche très bien. Ils ont donné plus de place, on va dire, aux invités parce qu'il y en a pas mal. Mais moi, c'est moi qui me sentais moins à l'aise. Et donc, j'ai dit, peut-être cette aventure est terminée. J'ai dit, bon, je rentre chez moi. Maintenant, je me repose. Je peux écrire un autre livre. Enfin, plein de petits projets. Et en fait, on m'a proposé, avant que My Cuisine existe, le groupe Paltis avait des chaînes de bien-être, MCS, santé, bien-être. Et on m'a proposé une petite série avec Jean-Michel Cohen, Luana Cuisine Jean-Michel, donc où moi je proposais des recettes de tous les jours. Et Jean-Michel essayait, pas avec, parce que je n'aurais pas aimé, pas en donnant des leçons ou en nous faisant sentir un peu coupable, mais vraiment avec beaucoup de légèreté et de tolérance, changer quelques ingrédients pour le rendre au moins sucré, au moins salé. Et en tout cas, il y avait chez lui cette bienveillance d'expliquer qu'est-ce qu'ils apportaient les produits à notre santé ou pas. Et donc, on en a fait, je crois, une dizaine de ces épisodes-là.
À partir de là, ils ont fusionné tous les chaînes et ils ont créé My Cuisine. Et ils m'ont demandé si je voulais être un peu l'égérie. Et on a démarré avec Luana Cuisine. Et là, ça fait 2 ans et demi. On en est à la 3e saison et je prends un plaisir immense à la faire. Oui. Je suis D'ailleurs, très contente. qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce programme? Ce que j'aime, c'est que je suis moi-même. Je fais ma cuisine, je parle des produits, je ne triche pas. Je me montre vraiment, entre guillemets, à nu, c'est-à-dire la chaîne me laisse une liberté immense de pouvoir m'exprimer. Je dis toujours, je ne suis pas un chef, je suis une cuisinière au quotidien, avec tous les défauts qu'il peut avoir et les problématiques qu'il peut rencontrer une femme tous les jours. Tout à fait. Donc c'est aussi pour ça, je pense qu'elle s'identifie plus et que vous répondez aux besoins de Madame Tout le Monde. Donc, c'est ça, mais ça a toujours été ce que j'ai voulu un peu transmettre et recevoir aussi. C'est-à-dire que moi aussi, je reçois beaucoup du public parce que quelque part, quand on m'arrête et on me dit leurs problématiques, et ça m'aide aussi à comprendre mieux voilà, un peu comment on peut faire des émissions pour pouvoir répondre à des demandes. Donc, c'est ça, Madame Tout le Monde, moi, ça ne me gêne absolument pas. Le fait d'être une animatrice à cuisine populaire, ça ne me gêne absolument pas. Je ne suis pas chef, je ne veux pas l'être. Et voilà, donc c'est cette liberté et le fait d'être moi-même. Et puis voilà, je fais ce que j'aime, vraiment. Oui, mais c'est vrai que ça se ressent. Il y a beaucoup de simplicité, beaucoup de spontanéité. Et c'est sympathique à regarder. Alors, donc, pas de vacances pour Luana. Non. En tout cas, pas en même temps que tout le monde. Car vous reprenez votre émission, donc RTL vous régale, Oui. avec vos complices, donc Jean-Michel Zeka et Jean-Sébastien Petit-Mange. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette saison ? Alors, c'est la 2e année en fait. J'avais démarré l'année dernière justement avec Zeka et Petit Démange, cette émission sur RTL, en quotidienne, qui est du lundi au vendredi de 11h à 12h30 en direct, où en fait RTL vous régale. On parle d'un produit ou d'une famille de produits. Et puis, on l'explique. Alors, Petit Démange, c'est notre historien, donc d'un coup, voyageur, il nous fait toujours partager l'histoire du produit, que c'est assez sympa, les anecdotes, et puis savoir aussi où mieux le consommer, où le trouver. Donc, il nous fait toujours faire des voyages des rêves. Et moi, je suis toujours un peu la ménagère. Je suis la personne qui va acheter sur un marché le produit, donc des infos de consommation, des infos de comment bien le garder, comment bien le choisir, pourquoi ce prix-là, comment après le cuisiner. On a quelque chose qui marche très très bien et c'est très sympa, c'est le défi frigo. Oui. Donc, il y a un téléspectateur, auditeur, excusez-moi, je confonds, un auditeur qui téléphone et qui nous donne un produit. Il ouvre son frigo et il a un produit. Et là, le temps d'une pub, moi et Jean-Sébastien, Petit Démange, on doit donner une recette très courte. Et alors, c'est très rigolo parce que d'un coup, on est là tous les deux à écrire. Puis on se regarde, tu fais quoi? Tu fais du sucré? Je te dirai pas. Et toi? Alors, déjà, c'est très sympa parce que ça commence un plateau pendant que la publicité personne entend et nous voit. Zeka nous regarde style, ça y est, ils sont sur le ring. Et donc voilà. Mais après, qui gagne, c'est toujours l'auditeur, c'est pas nous. Mais c'est très sympa. Et cette année, donc, on revient même horaire, même jour, toujours en direct. Et avec plus de nouveautés, on va aller, on va aussi chercher des modes de consommation. Oui, mais aussi des méthodologies, de comment on peut cuisiner un plat, mais de façon très simple. On va toucher au barbecue. Enfin, on va s'intéresser un peu à l'été des Français. Et on va essayer, surtout moi, je vais essayer de donner des recettes, des astuces
pour que l'été au quotidien, alors qu'on puisse être au bord de l'eau, au camping, à Paris, on puisse être des personnes seules à la maison ou un jeune garçon qui vient de prendre son studio d'étudiant, comment on peut quand même se préparer un bon repas. Donc, ma mission, ça va être un peu ça, de dire, voilà, plusieurs circonstances, mais on peut toujours bien manger à petit prix, très facile, et se faire plaisir. Ouais, ça c'est très important parce qu'on n'a pas toujours idée de savoir comment faire. Et quand on ouvre un livre de cuisine, quelquefois on se dit mais oulala, il y a tellement d'ingrédients et par où on commence et C'est vrai. ça va exploser le budget. Ah oui, mais je comprends. Alors que non. Donc c'est très bien. Ouais. Et ça donc c'est tout l'été. Ça c'est à partir du 7 juillet jusqu'à la fin août, oui bien sûr. Et puis le dimanche, alors cet été je serai le samedi et le dimanche à 8h30 du matin avec la table RTL. En fait ça s'intègre dans RTL Matin Week-end avec Stéphane Carpentier et j'ai une chronique où je prends en général un produit de saison. Vraiment, parfois il est à 15 jours près le produit, donc on est vraiment comme c'est tous les week-ends. Et là, je rentre vraiment dans le produit de pareil, des conseils que parfois, même moi, en recherchant, je ne savais pas. Oui. Il y avait certains produits que je ne savais pas comment réellement, ces différences des prix, comment faire attention, reconnaître un bon melon par rapport à un autre. Donc, beaucoup d'astuces, beaucoup d'informations. Et ça sera tous les week-ends à 8h30, RTL, Matin Week-end. Bon, et bien maintenant, les auditeurs n'ont plus qu'à brancher RTL et à vous écouter. Alors maintenant, je vous invite à me suivre dans cette balade gustative et olfactive et sensorielle avec Luana Belmondo pour apprendre à mieux la connaître. Donc maintenant, place à la note découverte. Donc vous êtes italienne, ça... Ce n'est plus un secret, née d'une mère vénitienne et d'un père romain. Ouais. Donc, quels sont vos souvenirs gustatifs les plus forts ? Les gustatifs les plus forts, c'est les oignons, parce que ma mère faisait beaucoup d'oignons dans la région de Venise, en fait. Quand on pense déjà aux foies à la vénitienne, c'est beaucoup d'oignons qu'on fait revenir. On utilise beaucoup d'oignons et beaucoup de polenta. Donc, je me rappelle, la polenta de maïs, c'est la vraie, pas celle instantanée qu'on achète, qui, je comprends, je la fais aussi. Je l'achète aussi, ça va vite et ça accompagne très bien les plats. Si on ne veut pas mettre des pommes de terre, pour changer, c'est très bien. Mais ma mère, en étant vénitienne, elle tournait la polenta pendant 2 heures. Donc, ça avait le temps de s'imbiber. Ce parfum de maïs, j'avais l'impression d'être dans un champ de maïs. Et donc, j'ai les oignons qui se mélangeaient, toujours très caramélisés. Donc, j'ai ces souvenirs-là des mamans. Et quand parfois, c'était rare, papa prenait la main sur la cuisine, c'était la sauce tomate. À Rome, on a des tomates magnifiques. On a les San Marzano. Ce sont un peu... chez vous, ça peut être l'olivette. Oui. Sauf que l'olivette, vous la mangez plutôt en salade. Et nous, les San Marzano, c'est la même forme. Mais c'est vraiment... On ne peut pas les manger crus. C'est vraiment dédié. Elles sont dans la région de Rome, surtout, mais... un peu dans toute l'Italie, le sud en tout cas de l'Italie. Elles sont très rouges, c'est vraiment fait pour faire la sauce. Oui. Et parce qu'attention, les tomates, c'est un produit très difficile. Oh oui, absolument. Comment on l'appelle, la tomate qui résiste à tout, qui reste 4 mois dans les conteneurs. C'est avec ça qu'on fait les sauces tomates qu'on consomme après, déjà prêtes. Enfin bref, on peut même marcher dessus. Absolument, oui. Pas. Elles n'ont plus tout à fait le même goût ni la même saveur qu'autrefois. Et donc ça, on les trouve fin août, début septembre. Et à Rome... je ne vais pas, peut-être moins aujourd'hui, mais à l'époque, quand j'étais jeune, quand on montait les escaliers pour aller chez soi, ça sentait la tomate parce qu'en fait, ils faisaient les conserves. Donc, je sentais les tomates partout, dans tous les escaliers, chaque étage. Donc, ça, c'est sublime aussi comme souvenir.
Est-ce qu'il y avait des odeurs différentes selon la façon dont la cuisinière les préparait ou pas vraiment? Bah, pas vraiment, parce qu'en général, Tout le monde suit la même oui, chose. c'est des coulis avec du basilic et c'est tout. Et après, bon, ça pouvait agrémenter. Mais comme ça, on avait des conserves tout l'hiver. Donc en fait, si je vous demande vos souvenirs olfactifs les plus forts, ça va être ceux-là ou il y en a encore d'autres de l'époque? C'est olfactif, pas forcément en cuisine ou toujours en cuisine? Non, ça peut être autre chose. On a une terrasse, c'est le mimosa, Oui. au mois de mars. Donc, dans ma fenêtre, il y avait à côté un mimosa et au mois de mars, à Rome, il commence à faire vraiment beau et j'ai senti ce mimosa qui arrivait. Donc, je me réveillée avec cette odeur magnifique, ce parfum, parce que c'est un parfum, et très délicat et sucré. Donc, voilà. Et même réconfortant. Oui, il a un oui, côté j'aime un bien. peu poudré. Oui, c'est vrai. Il vous enveloppe un petit peu. Donc, vous avez été, comme vous l'avez dit, bercé par la cuisine de votre mère et même, je crois, d'une grand-mère dont vous avez les fameux cahiers de cuisine. Quels sont les plats qui ont marqué cette enfance? Oh là, il y en a beaucoup. Les principaux. Les principaux, les pâtes fraîches. Les pâtes fraîches fait le week-end parce que la grand-mère, parce que maman aimait faire les pâtes fraîches. Alors moi, c'était comme un jeu. Je les regardais au début parce qu'on ne me faisait pas toucher. Après, j'avais le droit à couper. Donc, je m'amusais. C'était un peu ma pâte à modeler à moi. Oui. Les pâtes fraîches, c'était les viandes en sauce qui mijotaient. En étant des Roms, même si c'est plutôt un plat milanais, mais on mangeait l'ossobuco. Mais à Milan, on le mange surtout en gremolata, donc plutôt, on va dire, avec une sauce claire. Et par-dessus, on met des zestes d'agrumes, de l'ail et du persil. À Rome, quand on le fait mijoter longtemps, encore une fois, dans la sauce tomate, avec du vin rouge. Donc, ces odeurs vraiment très présentes des plats qui commencent à mijoter. Parce que c'est vrai, moi, je me réveillais et ça sentait déjà à la maison. En fait, C'était pas l'odeur du café que non, vous sentiez. jamais, non, ou du chocolat chaud, non, je sentais tout de suite l'odeur de la cuisine. D'accord. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas très sucrée. Parce que quelque part, ça ne m'a pas réveillée à moi jamais. Oui, non, le sucre n'était pas trop présent. Donc d'un coup, je suis plus salée, on va dire. Oui, vous n'avez pas eu le palais éduqué ou nourri Non, avec du sucre? ni le nez, quelque part. Ni le Tout à nez. fait. Oui, puisque les deux sont de pair. Donc, vous avez donc un faible, ce qui est normal, et plus qu'un faible pour cette cuisine italienne. Y a-t-il une région de l'Italie qui vous séduise plus pour sa cuisine, ou en fait vous aimez aller picorer partout? Alors, j'aime picorer partout parce que tout comme la France, nous sommes tellement riches des produits régionaux et donc des cuisines régionales qu'on peut se balader en chaque région vraiment à sa signature. Donc, je ne peux pas dire une en particulier. Ce que j'aime beaucoup en fait tout vers Gênes. J'aime bien Gênes parce que d'abord, j'adore le pesto. Oui. Alors, le pesto, c'est quelque chose qu'on mange. Comment on le mange à Gênes, on le mange nulle part. Et tout ça, C'est-à-dire même si moi, j'ai fait du pesto à Rome, ça n'a pas le même goût si tu le fais à Gênes. Je pense parce que d'abord, c'est le basilic qu'ils utilisent. Oui, la variété n'est pas la même? Non, absolument pas. C'est un tout petit basilic, des tout petites feuilles, contrairement à ce qu'on puisse penser, et une toute petite plante qui pousse sur les rochers. Donc, c'est celui de Gênes? De Gênes. D'accord. Donc d'un coup, il n'est pas vraiment en terre, il est sur des rochers, il ne se développe pas beaucoup. Donc je pense que le goût reste concentré très dans la feuille. Concentré. Et puis il prend tout le iode de la mer parce que très souvent c'est... Et faire un pesto à Gênes, mais c'est incroyable, c'est une émotion. C'est vraiment quelque chose d'émotionnel, c'est très fort.
Et donc, par exemple, j'aime beaucoup. Et puis les huiles d'olive, il y a les olives Tajas, ce sont les petites olives qui sont un peu violettes, mais Oui. qu'elles ont un goût incroyable. Et donc voilà, souvent on parle d'huile d'olive des Toscanes. Oui, ils sont très très bons, mais là-bas, vraiment, ils ont des produits exceptionnels. Et je pense que c'est le fait qu'on est entre un peu les collines, la Oui. terre, la mer. Ouais. Donc c'est tout ça qui fait, parce qu'il faut Oui, ça nourrit le faut pas produit. tricher, le produit vient de la terre. Absolument. Et c'est très important. Mm. Moi, il m'est arrivé, par exemple, de manger des melons à Bologne, qui, par rapport à la terre, donc ils poussaient sous les bois. C'est-à-dire, le melon, on dit toujours, mais non, il faut du soleil. Mais il poussait sous les bois. Et je ne voulais pas le croire. Donc, j'étais dans cette région, j'étais dans cette production, j'ai goûté un melon. Et je ne sais pas comment vous expliquer. Il y avait presque une petite de facette champignons, sous bois, oui, boisée. Très sucré, mais un peu de champignons et tout. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, c'est la terre qui l'a nourri. C'est ça la beauté. Il n'a pas menti. Et elle n'a pas menti, voilà. Alors, vous êtes arrivé en France à l'âge de 18 ans. Quel est le plat français qui vous a le plus marqué et qui vous a frappé? En France, quand je suis arrivée, j'ai commencé à me gaver de foie gras. Bon début. Bon début. Après, alors, en Italie, on mangeait pas. Maintenant, ça s'est vulgarisé malheureusement avec le Japon, tout ce qui est cru. Mais en Italie, on avait le carpaccio, mais par exemple, les tartares. Je me rappelle la première fois qu'on m'a présenté un tartare. J'étais là, mais je ne peux pas manger autant de viande crue. Et parce qu'au départ, quand on nous l'amène, ils nous le font. Enfin, il n'est pas fait encore. Tout à fait. Donc, ils nous le font devant nous. Et j'ai regardé, j'ai dit, ouh là 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 là, je vais pas. Ils m'ont pris pour un chien, pour un chat, ils vont me donner de la viande crue. Et ça, j'adore. Je me rappelle après, quand ils ont mis les petits cornichons, la moutarde. La moutarde aussi, j'ai découvert en France. Nous, on n'est pas un pays des moutardes, on ne l'utilise pas. Aujourd'hui, on l'a, mais il y a 30 ans, la moutarde, l'œuf et tout, c'est une explosion de bonheur, le tartare. Et puis, j'aime tout, la blanquette, quel bonheur, la blanquette bien faite, bien crémeuse. Ah, j'adore. On revient au plat mijoté. On revient au plat, oui. Il ça, faut c'est dire quelque chose qui que ça m'a marqué. Oui. Oui. Et alors aujourd'hui, quelle est votre recette française préférée? Oh là là! Parce que c'est toujours là. Une recette française préférée. Qu'est-ce que je mange souvent en France? J'ai l'impression d'être française, donc d'un coup, je me dis, je cherche à moi vraiment quelque chose qui... Alors, je dois te dire que j'étais dernièrement, et ça m'a dans le sud, à Nice, faire des tournages. Et j'ai mangé un très bon pain bagnard. Alors, le pain bagnard, c'est quelque chose d'hyper simple. Tout à fait. Mais le vrai pain bagnard, il y a vraiment les techniques à suivre. Et cette femme, elle a fait tellement, et en me racontant l'histoire du pain. Donc, j'étais vraiment partie en voyage. Oui, j'étais niçoise. Oui. Et tellement elle m'expliquait comment vraiment il fallait imbiber le pain et puis le mettre, parce que moi je disais, après, c'est simple, c'est du thon et tout ça, mais non, mais comment il fallait choisir la ventrèche du thon, et ci et ça, et dans quel ordre même mettre les aliments. Je pense que dernièrement, c'est le pain bagnard. D'accord. Alors, quelle est l'importance des déjeuners familiaux pour vous? C'est primordial. C'est très important parce que mes enfants ont grandi. Tout le monde a sa vie dans la semaine, par le travail, ses obligations. Il n'y a que le week-end qu'on peut se retrouver. Moi, chez moi, en Italie, le dimanche, c'était toujours... un sacré repas aussi. Oui, sacré. C'était normal que tout le monde venait à la maison, ma sœur, tout le monde, et les tantes. Enfin, on s'est retrouvés toujours autour d'un repas qui amenait à manger l'entrée, qui amenait quelque chose d'autre, qui venait avant cuisiner. Donc,
c'était très important. Et j'ai instauré ça chez moi aussi. Donc, c'est le moment où le grand-père voit ses petits-enfants, c'est le moment où on échange, c'est le moment où on partage. Et même là, dernièrement, j'ai déménagé, je ne pouvais pas vraiment cuisiner et laisser voir. Ben, mes enfants venaient le dimanche, donc par terre, autour d'une table basse. Mais c'est vraiment très important. Ouais. Oui, peu importe. Peu importe, ils appellent la veille, mes enfants, et ils me disent demain on vient? Oui, bien sûr. Et c'est comme ça. Et donc, je pense que vos 4 hommes sont vos premiers testeurs. Sont-ils exigeants et ont-ils un plat préféré? Alors, c'est mes petits cobayes Qui sont devenus grands? qui sont devenus très très grands maintenant. Et alors, ils sont... Non, mais quand même, ils me critiquent. Hein. Alors, en plus, je me vexe. Vous Alors, ce que je me vexe, je dis, oh ben non, c'est pas vrai. Ah non, il n'y a pas trop d'acidité. Et ils me disent, bon, on est là pour goûter ou pour te dire ce que tu veux entendre. C'est beaucoup plus dur, en fait, d'entendre de ceux qu'on aime. Absolument. Dis, non, c'est pas possible. Je l'ai fait tellement avec amour que j'ai pas pu. Et donc ils sont quand même assez... Ils restent critiques. Oui, ils ne se gênent pas. Et quels sont leurs plats préférés? Alors, chacun a son plat. Mon mari, il adore des pâtes que j'ai fait au poivron. Avec des poivrons, j'ai fait une crème des poivrons. Mon deuxième, Alessandro, lui, c'est un peu comme moi, les plats mijotés, plus ça cuit, plus ça mijote, plus il adore. Victor, le deuxième, lui, c'est les lasagnes. Si je pouvais les faire dans toutes les formes, dans tous les goûts, lui, les lasagnes, c'est ce qu'il adore. Et le dernier, Giacomo, il adore. Alors, c'est juste une période. Alors, la pizza maison. Oui. Ou alors, le dimanche, c'est la fougasse que je prépare. Mais il adore les beignets de courgettes, donc les beignets des courgettes. Et ils aiment un peu les plats romains, vous savez, les croquettes de riz. Donc voilà, il m'arrive parfois, si j'ai le temps de faire à chacun leur plat, et puis amener tout à table. Dans ce cas-là, on dîne aussi après le soir. Donc, ils sont tous heureux à ce moment-là. Oui, ça m'arrive de faire plaisir à tout le monde, mais... Bien sûr, c'est important. Parce que c'est ça la cuisine aussi. C'est la générosité, oui, Absolument, du partage, c'est important. Complètement. Et donc, il me semble d'ailleurs que Alexandro, l'aîné, a hérité de votre virus pour la cuisine et d'ailleurs qu'il en a fait son métier aujourd'hui. Comment vous complétez-vous? Ah oui, il me complète. Oui, mais moi aussi, je pense, parce que parfois il m'appelle. Moi, il me complète parce que lui, il a fait un parcours quand même plus comme un chef, même si lui aussi il dit je suis pas chef, je vais pas être chef. Mais il a été formé à Londres, au Connaught, par Hélène Darroze. Donc, il a appris des techniques incroyables. Moi, j'ai aucune technique, à part la technique de l'expérience de cuisiner. Et donc, il m'apporte un peu de jeunesse dans mes assiettes, si je peux dire. Il va oser, où je n'irai pas peut-être. Et moi, je pense que je lui apporte un peu des racines, de l'assurance, ce côté, je ne sais pas, quand il fait des pâtes fraîches, il m'appelle, il me dit les doses. Et je dis, mais quelle dose? Je veux dire, tu touches la pâte, tu la sens. Alors, je lui parle comme ça, comme si je l'avais entre les mains. Et donc, ça le rassure et finalement, il oublie les doses. Alors, c'est pour ça que je suis très mauvaise pâtissière, moi. Parce que aussitôt qu'il faut peser, c'est une contrainte pour moi. J'adore toucher les aliments, j'adore aller au contact de la texture, que ce soit avec les mains ou dans la mise en bouche. Mais devoir être obligé à doser, compter, pour moi, c'est pas possible. C'est plus de l'intuition. Voilà, et c'est pour du ça ressenti. que j'ai fait des desserts, mais des desserts vraiment familiaux, très simples qu'on fait au quotidien, des tartes, des cakes.
mais je m'aventure jamais dans un Paris-Brest, par exemple. Après, chacun son choix et ça, chacun mais les bien choses sûr. qu'il aime. Et je pense qu'on ne fait bien que ce que l'on aime. Donc, Voilà, c'est pas la ça. Et peine. moi, je vous dis, si je dois choisir entre une entrée, un plat et un plat, un dessert, c'est un entrée et un plat, pas de dessert. Alors maintenant, partons un instant faire un voyage au cœur de la matière. Donc, je vous avais demandé de m'apporter un de vos ingrédients préférés. Donc, présentez-le nous. Pouvez-vous nous en dire plus? Pourquoi vous l'aimez? Quand est-ce que vous l'avez découvert et comment vous l'utilisez? Alors, un des ingrédients préférés, c'est l'huile d'olive. Pourquoi? Parce que j'aime le regarder déjà. Je trouve que l'huile d'olive bien verte, donc ça veut dire une huile d'olive qui est jeune. Elle a vraiment cette couleur sublime. Si on la met dans un verre, on voit ce verre entre, je sais pas, ça me fait frais, ça me fait beau. En plus, j'adore le vert, c'est ma couleur préférée. À l'odeur, ça va être un peu d'amertume parce que les huiles d'olive, comme je les aime moi, jeunes, des régions que j'aime beaucoup, comme la Sicile par exemple, ont un peu d'amertume qui est en bouche à la fin. Mais cette côté fruité, cette fluidité aussi. Moi, je goûte l'huile d'olive comme si j'ai goûté un vin, donc il faut vraiment le goûter. Et voilà, et je l'utilise partout, l'huile d'olive. Je l'utilise en cuisine, je le mets sur la peau, je la mets sur des blessures. C'est vraiment l'huile d'olive, le bon huile d'olive, vraiment. Il y a deux fois qu'il faut peut-être mettre un peu plus d'argent, mais acheter des produits où on va moins consommer, parce qu'un bon huile d'olive, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais vraiment un petit peu. Mais c'est très important aujourd'hui de faire un choix vraiment de qualité sur certains produits. Je ne vais pas dire tous, mais certains produits. L'huile d'olive, pour moi, c'est important, donc c'est vraiment l'huile d'olive dans tout. Dans tous ses états. Oui, parce qu'il a tout. Il est beau, il sent bon, il est agréable. Vous pouvez vous en mettre, vous prenez des coups de soleil à la maison, ça vous apaise. C'est vraiment très agréable. Donc, c'est un bel arbre aussi. L'arbre est magnifique, les olives sont très belles. Voir des hommes avec leurs mains à les cueillir, les olives, c'est vraiment c'est une scène théâtrale à regarder. Tout à fait. Et donc, l'huile d'olive sans hésitation. À tout de suite pour un deuxième épisode pour continuer ma conversation passionnante avec Luana Belmondo.